Il n'a siégé qu'un seul mandat et pourtant l'Assemblée nationale n'a pas de secret pour lui. Bonjour, M. Drolet. M. Drolet, quel genre de député étiez-vous à l'Assemblée nationale? Un bagarreur ou un conciliant? Avez-vous eu des prises de bec mémorables avec vos adversaires? J'étais un peu toujours, un peu mélangé. Ça m'arrivait. J'avais un caractère un peu prompt à l'occasion. Un exemple qui est arrivé assez souvent durant le mandat, on mettait le député du comté, on le mettait de côté un peu pour faire affaire avec l'organisation de la place. Mais là, on avait un dossier chaud. On avait un dossier important qui était terminer l'autoroute 40 de Port-Neuf jusqu'à Québec. Cap-Santé, en tout cas, il restait juste la dernière partie à faire. Puis à un moment donné, on annonce dans le comté que la Chambre de commerce, Conseil économique, certains intervenants du parti, une grosse assemblée à la Polyvalente, et puis on parlerait de l'autoroute 40, de la fin des travaux, le début de la dernière phase des travaux, et le député était mis de côté, et puis même, j'avais entendu dire que le député, il se ferait brasser parce qu'il ne s'occupait pas de son affaire. Là, mon sang de bélier a monté assez rapidement, puis je suis intervenu auprès du ministre de la Voirie du temps, qui était Bernard Pinard, avec qui je m'entendais très bien. Et puis, j'avais pas encore eu de réponse. Alors, le matin de la réunion à Port-Neuf, j'ai dit à ma secrétaire, on envoie un télégramme au ministre en lui disant que je serai présent à Donnacona, à la Polyvalente, et que je ferais des déclarations fracassantes comme quoi que le député était mis de côté puis qu'on n'avait pas les réponses voulues, puis j'en avais mis. Tu sais. Alors, ils ont essayé, le bureau du ministre a essayé de me rejoindre chez moi aux Écureuils. Ils ont essayé de me rejoindre à mon bureau de comté et pas capable. Alors, il a appelé le bureau de la Sûreté provinciale à Port-Neuf. Puis il a dit, essayez de me trouver le député. Avant l'Assemblée, il faut que je lui parle. Alors moi, j'étais en train de souper bien paisiblement chez Carmen, et puis j'avais mes dossiers sur la table, et puis je mangeais. Puis à un moment donné, je me lève les yeux, je vois deux gars de la Sûreté qui étaient devant moi. Alors j'ai dit, bon, puis là, je reconnais un des deux. Fait que je me lève les mains en face, je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors là, il me dit que le ministre voulait me parler sans faute avant la réunion du soir et tout ça. Et puis, on avait appelé au bureau du ministre. Et puis là, c'était M. Pinard qui m'avait parlé. Il m'avait dit, tout est réglé. La rencontre va avoir lieu à Québec, à mon bureau, la semaine prochaine, avec les sous-ministres et l'adjoint parlementaire, qui était Raymond Mailloux, je crois, dans le temps. Et la Chambre de commerce, les maires, et puis le député, vous allez être là. Puis bon, tapatat. Alors, tout avait été réglé, mais le lendemain, d'un journaux, en gros titre, la police aux trousses du député de Port-Neuf. Ça avait été un fait assez spécial. Un autre fait cocasse. Et celle-là, c'était assez spécial. Ça, c'est pas arrivé à d'autres. Je pense que c'est arrivé rien qu'à moi. Durant mon mandat, à un moment donné, on annonce que le premier camp de nudistes ouvrirait dans Port-Neuf. Au même moment, il dit, dimanche, M. le curé a fait le sermon. Puis, il voulait absolument rien savoir de ça. Il ne voulait pas que sa petite municipalité devienne la paroisse du péché. Alors, il dit, nous espérons que le député va se tenir debout puis que cette chose-là, cette cochonnerie-là n'arrivera pas dans le comté. Et le permis a été accordé, le camp de nudistes a été ouvert, mais ce n'est pas moi qui l'a inauguré, je m'étais fait battre avant. La vie à 12, la vie parlementaire dans le groupe de députés que vous étiez, ça vous a amené assez rapidement à des tiraillements dans le parti, là. Comment tout ça a débuté? La première année, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il y avait eu des problèmes majeurs. Ça avait vraiment bien été. Mais en 72, là, les petits accrochages ici et là, et les députés avaient demandé une rencontre avec le chef, une rencontre privée, là. Pas d'employés, rien, que les 12 députés se disent, se lavent leur linge sale en famille, puis qui se disent qu'est-ce qu'il y a qui va, puis qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Pour que
nous puissions revenir à ce que nous étions en 70-71. Cette rencontre-là a eu lieu, si ma mémoire est bonne, au Cap de la Madeleine. Je ne sais pas si on voulait qu'il y ait un miracle, mais en tout cas, je pense que ça avait eu lieu au Cap de la Madeleine. Et les 12 crédistes s'étaient parlé. La demande était très simple. Et je n'ai pas peur de le dire, 35 ans après. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui est arrivé pour faire paniquer certaines personnes, mais tout ce qu'on demandait, c'était de revenir à l'esprit d'équipe que nous avions et de mieux, on n'avait pas les centres de recherche et tous les personnels qui entourent les chefs et puis les leaders puis les whips comme ça existe aujourd'hui. Alors, on avait quelques employés. Et on avait demandé, dans ce caucus-là, aux chefs du parti de mieux s'entourer et d'avoir des bonnes personnes qui l'aideraient lui et qui nous aideraient, nous, à faire de notre groupe un parti encore meilleur que nous étions. Et c'est là que ça a commencé. Ça a mal viré. C'est que dès le début de l'année 72, aussitôt les fêtes passées, on apprend par les nouvelles le soir, j'ai appris ça moi à l'heure du souper, aux nouvelles, que le chef Camille Samson avait remis sa démission comme chef du parti, qu'il demandait un congrès à la chefferie et que probablement il serait candidat lui-même. Il serait candidat à sa propre succession. Alors, ce fut un choc. Ce fut tout un choc. Là, les députés ont commencé à se parler et tout ça. Vous étiez opposé à ça? Moi, j'étais opposé à ça, complètement. On venait de former un parti en 70, on venait de faire un congrès à chefferie, on venait de faire une performance numéro 1 à l'élection provinciale, 12 députés d'élus et plusieurs deuxièmes. Notre organisation dans les comtés, dans la province, était bonne et on n'avait qu'à l'améliorer encore. Mais finalement, on fait un exécutif d'urgence et puis on nomme M. Armand Bois, député de Saint-Sauveur, comme chef intérimaire. Et puis là, bien, ça a duré. Il n'y a pas eu de congrès là, de décider à ce moment-là. Et là, il y a eu des clans. Là, les clans ont commencé, le crédit social enregistré, puis tout ce que vous voulez. Et là, on a commencé nécessairement à se faire descendre dans les journaux. Tu comprends bien qu'on n'était plus le groupe de beaux petits députés gentils, fins en chemise blanche. Alors, ça allait mal. On le sentait dans nos comtés. Et puis... Vous, étiez-vous dans un des 4 clans, Bois, Dupuis, Samson ou... Non, à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, on appuyait notre chef, qui était Armand Bois. Et puis, à la fin de l'année, à l'automne, là, on a tenu une réunion et on a déclenché un congrès à la chefferie. Parce que là, on n'avait plus le choix. Alors, un congrès à la chefferie a été annoncé pour février et on a nommé un comité du congrès. Et je n'étais pas dans aucun clan, ni dans aucune équipe, parce qu'on m'a choisi comme président du congrès, avec une petite équipe. On était 5 seulement, 5 ou 6 qui avaient à s'occuper de ça. Et nous avons immédiatement mis sur pied, avec ce comité-là, les règles pour tenir un congrès. Et là, on a dit, le comité du congrès, on va faire parler de nous autres, on va mettre de l'ambiance dans les comtés. Pourquoi pas le préparer, ce congrès-là qui aurait lieu au début de 1973? Pourquoi pas le préparer avec un style primaire à l'américaine? Ça attirait du monde dans nos réunions. Les gens allaient là, votaient, comme si c'était un sondage, votaient pour le candidat de leur choix. Et après ça, nous allons établir les dernières bases, le nombre de délégués par comté, et nous allons choisir une place pour faire notre congrès. Mais ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été. Après 2 primaires, là, ça a été, comme on dirait par chez nous, la foire totale. Là, on a dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a des candidats qui vont être favorisés plus que d'autres. Et puis, c'est juste des votes style sondage. Ça va mêler les gens. On ne veut pas ça. Et ça va... Non. Alors, on veut une réunion d'urgence de l'exécutif du parti
avec les députés, le comité du Congrès, puis on va repartir sur d'autres bases. Alors, ça a eu lieu. Et là, c'est là que je pense que le trouble numéro 1 a commencé. On a décidé, quand je dis on, je m'exclus, on a décidé que ce serait un congrès ouvert. Ils ont dit, les créditistes, nous autres, on a toujours été des gens du peuple, on est parmi le monde, puis on a toujours fait nos réunions ensemble et tout. On veut un congrès ouvert. Tout ce qui comptait, c'était de vendre des cartes de membres à 2 $, puis ces gens-là avaient droit de vote. C'est tout. Puis ces gens-là, ça s'en venait tout voter au congrès. Et ça n'a pas été facile. Là, on voyait rentrer les cartes de membres. Ça rentrait. On a cancellé le Patro au Comado et j'ai loué le Petit Colisée de Québec. Le Petit Colisée, qui pouvait contenir à peu près 5 000. Et quelques temps après, quand j'ai vu que ça rentrait encore et qu'il y aurait bien du monde, j'ai pris la grande salle à côté, là, du pavillon de la jeunesse. Il y avait une immense salle à côté. J'ai tout loué au complet. Et le congrès a été annoncé pour le 4 février. Mais comment ça s'est passé, là? Il y avait du monde au congrès. Là, le congrès commence. Et là, il avait fait beau cette journée-là, mais très, très, très froid. C'était une journée d'hiver de février, là, des moins 30, je pense. Et là, ça rentrait. Le monde, ça rentrait. Il y en avait de partout. Et moi, j'avais une entente avec une police municipale, la sûreté municipale, parce qu'il fallait qu'ils surveillent, eux autres, tout ce qui se passait, et ils surveillaient également pour le feu, ces choses-là. Et à un moment donné, le monsieur de la sûreté municipale dit, « Monsieur Drolette, on m'a attelé. » J'ai dit, « Vous m'avez attelé où? » Il dit, « On m'a attelé dans la porte. On ne peut plus rentrer personne. » J'ai dit, « D'accord de bonne heure. » Mais il dit, « C'est plein. Ça ne circule plus en dedans, c'est plein. » Ça dépassait 5 000. Et au même moment, il m'arrive quelqu'un qui me dit, « Monsieur le Président, il arrive un autobus d'Abitibi. 46 ou 48 personnes, ils sont dehors, il faut qu'ils rentrent. » Puis quelques autres venaient d'arriver. Là, je dis au gars de la sûreté, ça n'a pas d'allure, mais me faire arracher la tête. Eh bien, il a dévoré pas. On a fait rentrer ceux-là, puis là, on a remis attelé dans la porte, puis là, il n'y en a pas rentré d'autres. Le premier tour de scrutin a bien été. Même si ça n'allait pas vite à cause de la circulation, il y avait tellement de monde, c'était épouvantable. Et le nombre de voteurs, le nombre de personnes qu'il y avait là, le voteur, et le résultat du vote, c'était correct. Puis, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai relu par après dans les journaux, on ne parlait pas de problèmes majeurs, à part du monde, là, à part de la circulation, qu'il y avait eu des problèmes majeurs d'irrégularité dans le premier tour. Mais là, le deuxième tour arrive. Et là, le deuxième tour, les gens, plusieurs, là, des personnes qui ne sont pas capables d'être trop longtemps dedans, les qui étouffent, là, tu sais. Plusieurs cultivateurs aussi, beaucoup de comtés ruraux ici autour de la ville de Québec. Il fallait qu'ils retournent faire leur train, comme on dit. Alors, à ce moment-là, plusieurs personnes ont quitté. Et là, leur carte de membre pour voter, il y en a qui l'ont donné à d'autres. D'autres l'ont mis sur la table. D'autres ont tiré sur la table et sont partis. Et là, il y a eu des gens qui ont ramassé ces cartes-là. Et là, il y a eu des gens qui ont été votés. Et là, c'est là que ça a fait les grosses histoires à l'effet que des cartes ont circulé et que des gens autres que les délégués avaient voté. Et il y avait certains journalistes même, et il y avait à ce moment-là Gérald Godin qui travaillait pour Québec Presse. Et puis, qui, lui, avait été chercher une carte sur la table, puis il dit, « Ben, essayez, allez voter. » Puis il avait fait ça 2 fois. Je l'avais revu par après, quand j'ai travaillé au cabinet de Robert Burns, je l'avais vu, puis il m'avait dit, « Il n'y a pas personne qui m'a forcé à prendre une carte, il n'y a pas personne qui m'a dit, va voter pour moi. » Il dit, « Moi, j'ai vu qu'il y avait des cartes qui traînaient, j'en ai pris et j'ai été voté. » Alors, ça a été le problème du deuxième tour, mais ceci n'a pas rien changé dans le résultat du vote. Ils ont voulu faire un congrès ouvert. Bien, c'est ça qui est arrivé, c'est que ceux qui avaient vendu le plus de cartes, puis ceux qui avaient la meilleure organisation, bien, ils ont emmené le monde, puis ils ont fait voter le monde. Ils avaient le droit de voter. C'était ça, un congrès ouvert. Alors, si les créditistes avaient voulu choisir un chef créditiste, il n'y avait qu'à faire ce qu'ils ont déjà fait, c'est que faire un congrès entre créditistes puis se voter un chef.
point à la ligne. Et moi, en ce qui me concerne, si j'avais eu à voter, j'aurais voté pour Fabien Roy, qui était un candidat créditiste, qui était un député créditiste, puis qui était le gars de la réconciliation et de l'unité. Mais là, aujourd'hui, bien, on n'est plus là. C'est fini. Pendant tout ce temps-là, là, vous étiez président du Congrès, mais pendant ce temps-là, vous présidiez les réunions du caucus, les réunions des 12 députés. Qu'est-ce que vous faisiez pour maintenir une certaine harmonie entre tout le monde? On a essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Et en politique, la suspicion, là, les gens qui pensent, là, pas juste des électeurs, mais dans les députés, là, après l'élection Dupuis, là, beaucoup de questions se posaient. T'sais. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que, même si Cahouette le présentait, est-ce que c'est un créditiste? Jusqu'où ça va nous mener, ça? T'sais? Beaucoup de questions. Puis dans les comtés, on se le faisait dire. Alors, c'était difficile de maintenir l'harmonie, très, très dur. Mais arrive justement cette campagne électorale de 1973. Quel genre de campagne vous avez mené dans Port-Neuf et dans la province? Moi, j'ai mené une campagne dans Port-Neuf exactement comme les autres. Ça a bien été. Mais dans la province, c'était une mauvaise campagne. Et ça, que ça plaise ou non là, au chef du temps, la campagne était mauvaise. D'abord, à l'ouverture de la campagne et à toutes les apparitions du chef, c'était des attaques nourries envers les journalistes en partant. Alors, c'était une mauvaise campagne, mal planifiée, mal organisée. À quelques reprises, le chef s'était trompé. Nous, les libéraux, au lieu de dire nous, les créditistes, là, tu sais. Et ça, les gens qui se posaient des questions, ils s'en posaient encore davantage, là, tu sais, durant la campagne. Alors, c'était une mauvaise campagne. C'était une mauvaise campagne. Et puis, je pense qu'on a eu ce qu'on méritait. On s'est fait laver, point final. Mais vous dites que ça a été une campagne comme celle de 70. Vous n'avez pas eu de difficultés parce que vous n'avez pas réussi à passer quand même. Ouais. Port-Neuf a eu une belle campagne. Ça n'a pas été une mauvaise campagne, mais la vague était tellement forte en 73. La vague avait laissé que 2 créditistes, Camille et Fabien, qui ont sauvé leur siège de façon assez serrée. Et la balance, bien, les libéraux ont remporté, ont tout lavé le Québec. Et ça donnait quelle sorte de lendemain, ça, pour les créditistes? Seulement 2 députés d'élus et, bon, peut-être des amitiés ressoudées? Moi, le soir du 29 octobre 1973, c'était décidé. Ah, là, cette fois-là, c'était décidé. Les autres fois, là, j'avais dit, oh, je pense pas de revenir, tout ça. Mais là, c'était décidé. Fini, nenni, la politique pour moi. C'était fini. Et il y avait eu un caucus des députés ici à Québec. Je sais que M. Dupuis m'avait convoqué, je pense, il me semble que c'était dans un motel à Beauport. Et je lui avais dit ce que je pensais de la campagne, de tout ce qui allait dans le parti, puis qu'en ce qui me concernait, ça avait été une catastrophe, et que c'était fini, puis que je ne voulais plus rien savoir, point à la ligne. Et j'avais assisté à une des dernières réunions à Brossard de tous les candidats, là, des faits, puis les organisateurs à Brossard, et je ne suis même pas resté jusqu'à la fin. Dans ma tête, c'était clos, c'était décidé, et moi, je continuais à garder des bonnes relations avec tout le monde, de quelque parti que ce soit, mais pour la politique, pour moi, c'était fini. Est-ce que personnellement, c'est après une défaite, évidemment, il y a moins de gens autour de soi, mais est-ce que ça a été difficile, ça a été long à voir tomber sur vos pieds? Oui. Ni ton parti, ni personne ne s'occupe de toi. Et les premières semaines, là, moi, j'ai vu chez nous, dans ma petite paroisse, chez nous, des gens changer de côté de trottoir pour ne pas avoir à me rencontrer puis me parler après ma défaite. T'sais. Des gens là, qui ont toujours été, soit pour moi ou des gens qu'on se parlait régulièrement. C'est très difficile les premiers jours, les premières semaines, et personne n'est là pour t'aider. Écoute, là, j'avais 33 ans, puis j'avais pas de fonds de pension, là. Alors, il faut que tu travailles. Et là revient encore ce que je t'ai parlé tout à l'heure, ce que j'ai parlé tout à l'heure sur question d'ingérence ou de patronage. Là. On emploiera le mot qu'il voudra. Moi, j'avais, quelques jours après ma défaite, un emploi que j'aurais eu comme ça. Et le conseil d'administration, c'était paragouvernemental. Le conseil d'administration m'avait accepté à l'unanimité et
ça se rendait au ministère à Québec après ça. Et là, j'avais été bloqué. Et le conseil d'administration avait fait une autre assemblée, avait changé des choses et on m'avait de nouveau renommé directeur général et ça a été bloqué de nouveau. Et là, on m'avait dit, j'avais des bons contacts, encore des bons amis. J'avais le docteur Guy Fortier, qui était adjoint parlementaire, je crois, de Gaspé, qui m'avait appelé puis qui m'avait dit, Antoine, c'est pas nous autres au ministère qui te bloquent. C'est l'organisation dans le comté qui te bloque parce que c'est trop récent, ta défaite, tu as un purgatoire à faire, puis tu ne l'auras pas, la job. Mais je ne l'ai pas eu, la job. Alors, je me suis retroussé les manches et puis j'ai cherché jusqu'à temps que quelqu'un m'a fait penser aux Olympiques qui se préparaient en 1976. Alors, je suis allé rencontrer les dirigeants des Jeux olympiques 76 et j'ai été engagé. Pour l'organisation des Jeux olympiques en 1976, quelle fonction on vous a confiée et avez-vous aimé cette expérience-là? J'étais la même fonction que j'ai occupée par après au Parlement, responsable de l'aménagement et du service à la clientèle et tout ça. Alors, j'ai commencé à l'automne, fin de l'été 73, jusqu'à la fin des Jeux. Extraordinaire. C'était extraordinaire. Une bonne équipe. C'était quelque chose de vraiment intéressant. Là. Tu sais, écoute, c'était mondial, là, les Jeux olympiques. Et je participais de temps en temps à des rencontres avec la ville de Montréal. Alors, j'ai eu à rencontrer le maire Drapeau. Ça a été extraordinaire, ça a été bien le fun. Et en plus, les dirigeants des Olympiques recevaient des fois des demandes d'écoles, de chambres de commerce. On aimerait avoir quelqu'un pour venir parler des Olympiques. Ça fait qu'ils ont dit, lui, c'est un ancien député, il a la parole facile. Alors, on me confiait une voiture au logo du COJO, comité organisateur, puis je suis allé parler à Saint-Raymond, à l'école, je suis allé parler à Joliette, je crois, à Neuville, à différents endroits. Alors, ça a été pour moi, les Olympiques, une période extraordinaire. Je dis toujours, je pense que c'était les 3 plus belles années de ma vie. Et après l'élection de 1976, vous vous retrouvez dans le giron du Parti québécois, du gouvernement du Parti québécois, comme chef de cabinet du leader parlementaire, c'est ça? C'est-à-dire que, d'abord, j'étais le chef adjoint, puis après ça, j'étais chef de cabinet. D'abord, les Jeux se sont terminés en 1976, et nous, à l'administration, un groupe était resté pour fermer là, tout ce qu'il y avait à liquider, là, puis fermer ça. 15 novembre 1976, arrive l'élection provinciale, qui, soit dit en passant, pendant que j'étais aux Jeux olympiques, Jérôme Choquette savait que j'étais aux Olympiques, savait que les Jeux se terminaient, et lui était rendu, à cette période-là, chef du Parti national populaire. Il m'a appelé aux Olympiques, puis il m'a dit « Viens me rencontrer à tel hôtel », puis il voulait que je me présente candidat du Parti national populaire dans Port-Neuf. Alors, j'ai refusé parce que j'avais dit que c'était fini, c'était fini. Alors, je travaillais avec quelques autres membres des Olympiques pour fermer les livres. Là, les élections ont lieu en novembre 1976 et le Parti québécois est élu. Donc, aussitôt les fêtes passées, au début de l'année, Robert Burns, avec qui j'avais assiégé sous la même commission, on avait même fait un voyage, l'Association parlementaire des francophones. J'avais été en Afrique, à Paris avec lui. Et Robert Burns m'appelle et dit « Je vais être dans le Vieux-Montréal demain. Viens dîner, viens me rejoindre à telle place. » Il dit « On va placoter. » Je m'envoie dîner là. Bien, il dit « Moi, j'ai besoin de quelqu'un. » Et là, il dit « On vient d'être élu. J'ai une foule de nouveaux députés qui n'ont jamais mis les pieds au Parlement. J'ai besoin d'aide. » J'ai dit « Robert, je ne suis membre d'aucun parti politique. J'ai dit en 1973 que c'était fini. C'est fini. Et je ne veux plus refaire de politique. » Il dit « C'est pas ça que je te demande. Je te demande, au bureau du leader, j'ai besoin de quelqu'un pour négocier avec les partis d'opposition, travailler et aider les nouveaux ministres, les nouveaux députés. C'est quoi le Parlement, puis les aider, tout ça. Il dit « C'est ça que j'ai besoin. » Puis il dit « Je t'offre tant, viens-t'en, tu commences. » J'ai dit « Parfait. Si c'est comme ça, si je n'ai pas à faire de politique, c'est parfait. » Mais là, quelques mois, quelques années, ça n'a pas été très, très long au cabinet du leader. Vous êtes passé au cabinet du président. Comment ça s'est fait? Oui, mon boss, c'était Robert Burns, leader parlementaire. Et Robert a fait un infarctus. Alors, Robert Burns a fait un infarctus et puis, finalement, il est revenu un peu.
son adjoint, qui était Claude Charon, lui a aidé. Puis, à un moment donné, M. Robert nous a annoncé qu'il quittait la politique. À ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale, Clément Richard, m'avait dit « Antoine, on va te récupérer à l'Assemblée. Tu connais l'Assemblée, tu connais le Parlement, puis tu ne veux pas faire de politique, tu es neutre, donc au cabinet de la présidence, ou vice-présidence, tu es neutre. » Alors, je me suis en allé au cabinet du vice-président Claude Vaillancourt. Et après ça, il y a eu un remaniement du cabinet, et M. Richard a été nommé ministre, et M. Vaillancourt devient le président de l'Assemblée, et il m'a demandé d'être son chef de cabinet. Alors, j'étais le chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Un autre événement qui a fait la manchette peu de temps après, c'est la fameuse fusillade en 84. Vous étiez encore là à l'Assemblée? Oui, la fusillade en 84, j'étais responsable de l'aménagement. Tous les matins, moi, je faisais ma tournée. Et ce matin-là, comme bien d'autres, mais surtout ce matin-là, parce que le Salon Bleu est ouvert. Donc, j'ai passé par le Salon Bleu, j'asais avec le chef des pages, puis tout ça. Et j'ai descendu derrière le trône, par l'escalier, pour m'en aller au rez-de-chaussée. Et comme j'arrive au rez-de-chaussée, j'entends des drôles de bruits un peu partout, et je vois tourner quelqu'un dans la halle d'entrée, avec un drôle de costume. Mais tu sais, dans le Parlement, il y a tellement de sortes de monde, puis il y avait des travaux, puis tout ça. Alors, je ne savais pas, mais que le bruit, c'était les balles qui arrivaient à travers les lustres, puis tout ça, puis les murs. Mais là, il est arrivé tout de suite quelqu'un qui m'a dit « Cachez-vous, cachez-vous, il y a quelqu'un qui a une mitrailleuse, il est en train de rentrer dans le Salon Bleu, puis ça a l'air que ça brasse. » Ça a été toute une journée, c'était un événement, mais c'est un événement qui a fait que, là, c'est sûr que le Salon Bleu a été pris en contrôle par les enquêteurs. Il fallait bien qu'ils enquêtent et tout, surveiller tout ce qu'il y avait de brisé, le sang, tout ce que vous voulez, parce qu'il y avait eu des morts. Alors, mais moi, on m'avait dit, il faut que toi et ton équipe demeurent sur le stand-by, parce que la Chambre va siéger demain pour rendre hommage et parler de ça. Puis après ça, la journée jusqu'au funérailles. Donc, il faut refaire, déplacer des pupitres brisés et tout ça. Alors, j'étais rentré au Salon Bleu vers l'heure du souper, si ma mémoire est bonne, avec mes employés, les gens de ménage et tout, puis on avait sorti des pupitres. Et j'ai toujours conservé un souvenir de ça. C'est que en sortant un pupitre, et c'était le pupitre du vice-premier ministre, le pupitre de Jacques-Yvan Morin, qui était juste dans le champ des balles et qui avait été brisé. Mais les policiers qui avaient ramassé les balles partout, celle-là, ils ne l'avaient pas vue, la balle avait resté prise sous la serrure du pupitre, lorsqu'on lève le pupitre, et la balle était restée là. Alors, nous autres, en sortant le pupitre, bien là, ça a tombé à terre. Alors, moi, je les ai gardés. J'ai dit, la sûreté, il y avait un qui avait ramassé. Je les ai gardés en souvenir, je les ai encore. Vous ne faisiez plus de politique à ce moment-là, mais vous avez toujours gardé un intérêt pour la politique. De quelle façon vous avez continué dans le milieu? Lorsqu'on se fait battre, personne ne nous aide. Mais là, au moins, l'amicale est en train de faire changer des choses auprès des partis, auprès du bureau de l'Assemblée, pour aider ces gens-là, les aider à encaisser une défaite, mais les aider à se replacer aussi. Tu sais, ceux qui, à 23 ans, qui sont élus à 23 ans, puis qui sont battus à 26 ans, à 28 ans, pour qu'ils gagnent leur vie. Lorsqu'il arrive un projet de réforme, exemple, la réforme parlementaire, exemple, la réforme des institutions ici et là, des choses comme ça, l'amicale forme un comité et essaie d'apporter, avec toute l'expérience que ces anciens-là ont, essaie d'apporter un mémoire qui peut aider. Alors, l'amicale est d'une utilité extrême et j'ai été là-dedans tout le temps. Je suis encore dans l'amicale. Et je travaille très fort pour que l'amicale continue et continue à apporter des grands services aux anciens parlementaires. Si on avait à faire un bilan post-mortem de votre carrière politique, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de votre carrière? Un député présent dans son comté, un député très proche des gens, qui étaient mes électeurs et qui est demeuré très proche des anciens parlementaires. Merci, M. Drolet. Merci beaucoup, M. Morin. Ça m'a fait plaisir.